Avant le début de l'épisode, je voulais vous parler du nouveau concept de 21 Shuttle. On devine vos classements. Le principe est simple, vous envoyez une vidéo de vous en situation de match, que ce soit compétition ou jeu libre, et on essaye de deviner votre classement dans le tableau concerné. La vidéo sortira ensuite sur notre chaîne YouTube. Les infos complémentaires sont à retrouver sur notre serveur Discord et le lien pour participer est dans la description de l'épisode. On espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Bon épisode! Cette semaine avait lieu le ILO Open, la grosse tournée européenne d'octobre-novembre se terminait en Allemagne et les Français ont brillé avec notamment un duel fratricide en simple homme dont on va s'intéresser. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle. Et je suis comme d'habitude accompagné de Benoît. Salut Benoît, comment vas-tu ? Salut Ewan, bonjour à tous. Écoute, plutôt en forme et toi ? Ouais, ça va, j'ai pas énormément de voix, voilà, je vous le dis, j'ai fait un concert hier et j'ai un peu tout, ça va être peut-être un peu compliqué, je m'excuse d'avance si ça devient compliqué au fur et à mesure de l'épisode. Mais je suis content d'être avec toi pour débriefer ce ILO Open, je l'ai dit, dernier tournoi de cette longue tournée européenne. Super 300, et certains ont un peu fait cette réflexion sur le Discord. C'est vrai que des Super 300, il y en a de plusieurs types. Là, Benoît, comme je te l'ai dit juste avant qu'on enregistre justement, il y avait des points à prendre et certains Français et certains joueurs ont fait le plein. Ouais, c'est clair. Avant qu'on parle de ce Super 300, est-ce que c'est Linkin Park que t'as été voir en concert, Ewan, hier soir ? Tu me connais très bien, Benoît, c'est exactement ça. Ah, ok. Bon, j'en profite pour te demander, parce que je l'ai pas fait en off, voilà. Bah ouais, non mais tu fais bien, c'était incroyable. Et puis à l'avant-dernière chanson, je me dis, tiens, demain on enregistre avec Benoît, peut-être que j'aurais pas dû crier autant. Non, mais t'as eu raison d'en profiter. Je l'ai vu pas mal tourner et je me suis dit que ça avait l'air très très cool. C'était effectivement assez incroyable. Benoît, revenons sur Super 300, t'en as pensé quoi ? J'en ai pensé que c'est pas la première fois qu'on se fait cette remarque. Je pense que là, il y a eu j'ai envie de te dire un plus gros débat, en tout cas en France, parce que c'était un tournoi en Allemagne. Mais franchement, des Super 300 au rabais, ou en tout cas des Super 300 qu'on a jugés assez faibles, on en a eu plusieurs cette saison. Et je suis même pas sûr que ce soit le plus faible, pour être très honnête. Non, c'est vrai. On va attaquer tout de suite par... on va pas faire l'ordre des finales, puisqu'on va attaquer par le tableau qui nous concerne plus en tant que Français, qui est en ce moment un tableau qui nous régale plutôt. En France, c'est le simple homme. Finale entre frères, je l'ai dit. Christo contre Thomas Junior. Christo était tête de série 4 et Thomas Junior était tête de série 3. On va parler de leur parcours juste après. Mais d'abord, sur la finale, Benoît, je m'attendais pas à grand chose, mais j'ai quand même été déçu. 21-13, 21-10 pour Christo. C'est évidemment très particulier parce que pour le coup, ça sert à rien je trouve, de s'intéresser aux confrontations sur le circuit, que ce soit au championnat de France, si c'était joué à Orléans, ça n'a que très peu de sens parce qu'ils doivent se jouer quasiment tous les jours. Et là, Christo, il a mangé son grand frère. Ouais, il l'a mangé, il l'a éteint. Je pense qu'on pourra avoir plusieurs explications de cette finale. On a vu Tommy se toucher plusieurs fois. Peut-être on a pensé qu'il était blessé, mais en vrai, si on reste sur ce qu'on sait et ce qu'on a vu, c'est que Christo était bien meilleur. Son frère était sans solution, pris de vitesse très souvent. Ouais, honnêtement, gros match, grosse perte de Christo en finale. Benoît, est-ce que je vais un peu trop loin si je dis que Tommy s'est pas non plus arraché pour gagner ce match ? Non, je pense que c'est vrai, aussi pour ça que je parlais de cette petite blessure. Maintenant, j'ai vu tourner des petites théories de genre, ouais, Christo peut-être rester dans les 32, ça j'y crois pas une seconde. Mais je pense qu'effectivement, si Tommy était gêné, je l'imagine pas aller se défoncer pour battre son frère en finale d'un tournoi comme ça. Et deuxième titre de la saison pour Christo, deuxième Super 300, son premier titre c'était le German Open, donc l'Allemagne lui a réussi visiblement très bien. Benoît, au-delà du fait on va reparler de son parcours évidemment, mais au-delà du fait que c'était contre son frère, etc., mine de rien, gagner un deuxième titre cette saison pour Christo, au vu de ses résultats récents, c'est pas inespéré, mais quasiment, non ? Ouais, disons que c'est pas inespéré, mais quasiment, c'est le bon résumé. Après voilà, on va revenir sur son tableau de la semaine. C'est ça qui rend la chose moins inespérée, mais en tout cas, c'était difficile de l'imaginer gagner un Super 300 quand on voyait l'état de forme des dernières semaines, ouais.
Alors c'est vrai, on peut revenir hein, sur sa semaine. Il bat au premier tour Tang Jiajie, le Malaisien qui avait récemment battu Arnaud Merkley il y a 2 semaines je crois. Ensuite l'Israélien Dubovenko, pas de quart de finale à jouer puisque l'Indien Karunakarn, le tête de série 7, déclare forfait. Ensuite, il bat un autre Indien, Ayush Shetty, un jeune Indien en 2-7, puis son frère, donc pas un set de lâcher, que seulement 4 matchs à jouer. Benoît, c'est vrai que je sais pas en fait, moi j'ai pas l'impression non plus que Christo ait été largement meilleur, enfin qu'on n'ait pas vu un Christo totalement différent de ce qu'on voit ces dernières semaines. C'est juste que, enfin pour moi l'explication c'est plus qu'il il jouait des tournois plus relevés les autres semaines et que là il a eu des adversaires plus faibles avec un match en moins. Je diminue pas ce qu'il a fait, mais ce que je veux dire c'est que je m'enflamme pas trop sur on a retrouvé Christo à son meilleur niveau quoi. Ouais, moi je l'ai trouvé mieux en jambes cette semaine, en tout cas au fil de la semaine et notamment sur cette finale, mais je suis totalement d'accord avec toi. En fait, faut juger par rapport aux adversaires. Et en vrai, si tu regardes qui l'a battu sur les 2 mois et demi là, Posio, 3 mois, il y a tous les mecs sont meilleurs que les gars qu'il a joué cette semaine. Ce qui est bien, c'est que en fait, on n'a jamais pu sur ces dernières semaines depuis les JO quasiment, on n'a jamais pu le voir enchaîner les matchs, que ce soit en simple ou en double d'ailleurs. Donc là, c'est cool. Au moins, il a eu du temps de jeu. Effectivement, je l'ai trouvé, tu l'as dit, de mieux en mieux au fil de la semaine. Et Benoît, je mets un peu le match contre Tommy à part, mais j'ai vraiment bien aimé son match contre l'Indien Shetty, qui était quand même assez costaud, surtout dans le premier set. Et là, pour le coup, on a vu un bon, voire très bon Christo, j'ai trouvé. Ouais, totalement d'accord avec toi. C'était pour moi le match le plus difficile, pas sur le papier, mais en tout cas ce qu'a proposé Ayush Shetty, c'est peut-être pas un bat qui fait rêver et tout, mais franchement c'est plutôt propre, assez efficace. Christo, il a eu une vraie opposition de style sur ce match et il a, je dirais franchement, plutôt bien géré. Ce premier set, le score est trompeur, je trouve, du niveau du match. Ça a été beaucoup plus dur que ce qu'en dit le score. En tout cas, Ayush Shetty, assez prometteur. Par contre, Benoît, on parle parfois de joueurs ou de joueuses qui te font allumer la télé. Lui, je suis pas sûr que ce soit le cas pour moi, parce que c'est pas le style de jeu le plus flamboyant qu'on ait jamais vu en simple homme. Non, je suis assez d'accord. La partie de Tommy, la partie haute du tableau était un peu plus relevée parce qu'il y avait Gameke et Xu Tianchen, deux mecs qui font quand même assez peur sur le papier. Ils se sont finalement neutralisés puisque Gameke a battu en 2-7 Xu Tianchen, que je voyais moi perso comme grand favori du tournoi, mais qui, il faut le dire, a beaucoup joué ces derniers temps, donc ça peut se justifier. Il était tenant du titre d'ailleurs au Hilo. Puis Gameke a malheureusement abandonné contre Tommy dans le premier set. Je dis malheureusement, pas parce que j'adore spécialement Rasmus Gameke, mais il me fait de la peine être toujours blessé. J'ai l'impression qu'il arrive jamais à enchaîner les matchs et du coup il gagne jamais de titre parce qu'il va jamais au bout des semaines. Il a vraiment du mal et c'est un peu dommage. De son côté, Tommy a eu un parcours un peu plus chaotique, on va dire. Victoire autoritaire contre Pablo Abian, mais derrière un set perdu contre Mads Christoffersen avant d'être vraiment très autoritaire, 10-7 dans le deuxième et le troisième. Même scénario contre Nathan Nguyen, il perd le premier set 21-17 avant de gagner les deux autres 21-15, 21-15. Un parcours pas facile, j'aurais bien aimé voir un match complet contre Gameke, mais il était toujours favori dans ses matchs, dans ses 3 premiers matchs Tommy, et même s'il a été bougé, il s'en est sorti quand même. Il s'en est sorti quand même. Tu vois, je trouve que Matt Christoffersen c'est un meilleur test, même si quand même, si on enlève ce premier set, il a quand même franchement dominé de la tête et des épaules. Mais même Nathan Nguyen, c'est un profil qui pourrait l'embêter, qui a été plutôt bon cette semaine, ce qui est pas toujours le cas. Et moi je trouve vraiment qu'il est au-dessus de ces joueurs-là maintenant, même s'il lâche un set par-ci par-là. Et j'aurais aimé voir ce test contre Gameke, parce que franchement j'étais pas hyper confiant. Non. Mais voilà, tu l'as dit, je sais même plus quoi dire de Gameke, et je sais pas quoi dire de plus que toi sur Gameke. C'est juste triste en fait de voir que le gars il peut pas jouer 3 tournois d'affilée en fait, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment frustrant, je trouve. Ouais, c'est vraiment un bon joueur en plus, je pense. Je suis sûr même. Ouais.
Deux autres Français dans le tableau de générations différentes. On va dire Lucas Clairbout qu'on voit assez rarement, mais qui a toujours un bon niveau quand on le voit. Malheureusement, ça passe pas au premier tour contre Dwi Caio. Il gagne le deuxième set. En fait, il perd 21-17, 17-21, 21-15. Et l'autre français, c'était Eno Garoua, tirage pas facile avec la tête de série 6, Nathan Nguyen au premier tour. Il a bien tenu dans le premier set qui perd malheureusement 21-17, mais derrière voilà, l'intensité, je trouve, qu'a mis l'Irlandais a été dur à tenir pour lui sur tout un match. Il perd 21-10. Benoît, deux cas évidemment très différents, mais je te laisse réagir sur Lucas Clairbout et Eno Garoua. Ouais, Lucas Clairbout, c'est frustrant parce que je pense que il fait un très bon match, disons, mais il manque pas grand chose pour battre franchement un joueur qui est mieux classé que lui, mais qui est à mon avis prenable. C'est un peu frustrant. Et pour Eno Garoua, en fait déjà le fait qu'il soit sur des Super 300, c'est pas la première fois, mais je trouve que ça montre son progrès qui a été, on en avait parlé, mais qui a été assez fulgurant. Et on en parle moins aussi, alors que je pense qu'il y a quelques années on en aurait parlé beaucoup plus d'un joueur à ce niveau-là, parce qu'on a les 4 autres devant. Mais je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le vois un peu comme dans la lignée des Lucas Clairbout, des Thomas Rouxel, tu vois, un peu à ce niveau-là. Alors je lui souhaite d'être meilleur, mais je trouve que ce serait déjà pas mal. Ouais, il a un profil intéressant, Eno Garoua, on en a déjà parlé, mais un mec qui est venu sur le badminton plus tard que notamment les Popov ou Alex Lanier. Mais ouais, il a 21 ans, il est dans le top 100 tout juste, me semble-t-il. Il rentre sur des tournois comme ça, je trouve ça cool de le voir. Et ouais, enfin déjà, je serais très content de le voir rentrer dans le top 50, et après, s'il peut faire mieux, ce serait déjà très bien, je trouve. Pour le reste du simple homme, j'ai parlé d'à peu près toutes les têtes de série déjà, puisqu'ils ont croisé les Français à un moment ou un autre. Julien Karagui qui s'est fait sortir au premier tour, malheureusement pour lui, qu'on parle le Kazakh Panarin 23-21, 21-16. Et pour le reste, j'ai fait à peu près le tour. On devait avoir nos 4 joueurs principaux de simple français, pas de Alex Lanier qui prend du repos bien mérité après une tournée européenne où il a beaucoup joué. Malheureusement pour Arnaud Merclé, lui, il s'était blessé lors de sa dernière sortie. C'était au Dutch, je crois. Donc il a dû déclarer forfait. Donc voilà pourquoi on n'a pas vu ces deux joueurs. Benoît, je sais pas si tu veux réagir sur le simple homme encore. Ouais, non, juste que nos Français, je suis pas très inquiet. Je pense que Alex a beaucoup joué, a beaucoup gagné, et je pense qu'Arnaud il a moins joué et moins gagné, mais voilà, et je pense que ça servait à rien d'aller forcer, même si c'est frustrant quand on voit la qualité du tournoi. On se dit que il y a des points à prendre. Très clairement, ouais. On passe au deuxième tableau, le simple dame. I'm the bad guy. Take that! Simple dame remportée par Mia Blichfeld, tête de série 7 face à Malvika Bansod, l'indienne tête de série 6, 21-10, 21-15. Le Thomas Popov, père, n'avait rien eu à coacher sur la finale d'avant, bah là au moins il a eu un peu de boulot, c'est bien. Benoît, un match un peu bizarre j'ai trouvé parce que Mia Blichfeld a mis je sais pas si elle a mis du temps à se mettre en route dans les 2 sets ou si c'est l'indienne qui est partie très fort, mais au final on a l'impression qu'elle l'a corrigé, et au score c'est un peu ça, alors que quand tu regardes le début des sets, c'était clairement l'indienne qui avait l'avantage, mais elle a jamais réussi à tenir, j'ai trouvé. C'était un peu bizarre comme match. Ouais, c'était bizarre. En fait, voilà, encore une fois, Mia Blichfeld, c'est pas en termes de jeu la joueuse qui fait lever les foules, donc c'est pas un jeu très léché, très très technique, mais en fait elle lâche jamais rien, et elle se bat sur tous les points, et je pense que c'est ça aussi qui a posé beaucoup de problèmes à Malvika Bansod. Elle a fait des points au début sur des rallyes très courts, mais en fait on voit que dès que les rallyes sont longs, elle est incapable de terminer les points, et très clairement Mia Blichfeld a pris le dessus, je trouve, elle a été ce secteur. Elle a été assez agressive, j'ai bien aimé sa manière d'aborder le match. Benoît, Mia Blichfeld, c'est également son deuxième titre, et elle avait gagné le même que Christo, donc ouais. Elle aussi aime bien l'Allemagne, elle avait gagné au German. Mais Benoît, un peu, j'allais dire pareil que Christo, mais même pire, parce que Mia Blichfeld, ça a vraiment été compliqué cette saison, donc un titre qui
je pense va lui faire beaucoup de bien, parce que déjà elle gagne, en plus elle a montré un bon niveau, elle a montré aussi que elle était dans la partie de tableau avec toutes les Danoises, elle a montré que c'était encore elle la boss dans son pays. Voilà, une victoire qui va pas mal compter, je pense, pour elle. Ouais, c'est ça. J'allais dire surtout d'avoir battu Lynn Kristoffersen. La bosse dans son pays, je sais pas, puisque elle s'entraîne plus au Danemark. Mais Ouais. en vrai, oui, je pense que c'était quand même important pour elle de remettre les pendules à l'heure, je sais pas, parce que Lynn Karsfeld, elle est toujours dans le top 20 mondial, et Mia Bischfeld, elle est même pas dans le top 30, même avec cette victoire, je crois. Donc il va en falloir plus que ça, parce que ces 2 titres, ils sont un peu en trompe-l'œil sur l'année quand même. Il y a quasiment rien d'autre. Mais disons qu'elle a gagné des matchs pas forcément très simples. Je pense aussi à la Taïwanaise juste au tour avant Lynn Kristoffersen. Maintenant, je sais pas ce que t'en penses, Ewan, mais moi je reste quand même mesuré sur Mia Blichfeld. Moi, je reste mesuré, mais je reste aussi convaincu qu'elle a autre chose à montrer que ce qu'on a vu la plupart du temps cette saison. Quand même. Oui. Ça, oui. Je pense que c'est très clair. C'est dommage qu'elle puisse pas le montrer à Christian Vittingus dans quelques mois, mais... Ouais, c'est vrai. On en reparlera de ça, mais évidemment, ouais, si vous avez raté l'info, Vittingus vient d'annoncer qu'il prenait en main le simple danois, et donc Lynn Kjartfeld, quoi. Parce que c'est vrai. Et ce qui reste de Rasmus Gemke, mais en tout cas, on est très content pour lui, puisque ici on adore Vittingus. Mia Blichfeld, elle a battu Roman Cotofuco, la française, au premier tour. Je crois que de mémoire, Roman Cotofuco l'avait déjà prise au premier tour à Nantes, donc pas de chance, 12-10. Ouais. Une autre française ensuite, Léonie Sué. Au deuxième tour, elle gagne 19-10. Et ensuite, le match dont tu parlais contre la Taïwanaise tête de série 3, Sung Choi-yoon, 21-14, 21-14. Sa compatriote Lynn Kristoffersen, tête de série 5, 19-12. Avant donc cette finale face à Malika Bansod. Benoît, tiens, on va parler des Françaises. Est-ce que tu veux commencer par les deux qui ont perdu contre Mia Blichfeld, avec donc Léonie Sué, qui a battu au premier tour la Polonaise Victoria Dabzinska en 3-7, 21-16, 13-21, 21-12. J'ai l'impression que je l'ai vu, je me suis dit, ça fait un moment que j'avais pas vu Léonie Sué jouer déjà, je crois. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu, en tout cas sur des tournois de ce niveau-là, mais vu tout court, maintenant c'est un sale tirage d'avoir mis Blichfeld dans sa partie de tableau. C'est une tête de série 7, mais c'est peut-être une des pires têtes de série. Maintenant, faut quand même être lucide sur le fait que déjà il y a 2 Françaises qui rentrent sur un Super 300 et qui, à mon avis, sont quand même le bas du niveau de ce Super 300, donc forcément c'est compliqué, mais il y avait pas vraiment de choses à aller chercher. Moi je pense pas, en tout cas. Non, je suis assez d'accord. 2 autres Françaises étaient présentes. Chi Shufei, qui perd au premier tour contre l'Ukrainienne Polina Borova, dont on va reparler puisqu'elle jouait également en double dame, l'Ukrainienne, et qui avait battu la Française aux Jeux Olympiques. Elle remet ça, 21-19, 21-15. De son côté, Anna Tatranova passe le premier tour après le forfait de la Tchèque Teresa Zvabikova, mais la Française menait assez largement le match dans le premier et le deuxième set. Et ensuite, la Française qui s'incline face à cette même Taïwanaise dont on parlait tout à l'heure, Sung Choi-yoon, 21-15, 21-15. Benoît, pour Chi Shufei, bon, c'est toujours aussi... Enfin, c'est même pas toujours aussi compliqué, c'est de plus en plus compliqué. Tu vas me dire ce que t'en penses. Anna Tatranova, même si elle prend 15-15 contre la Taïwanaise, je trouve que le score est même un poil sévère, parce que je trouve qu'elle a montré vraiment des belles choses. Ouais, tout pareil. Score relativement sévère. J'aime bien aimer ce qu'elle a montré contre Zvabikova aussi, même si elle a fini par abandonner la Tchèque, mais ouais, la progression est intéressante. Un Super 300, c'est un peu élevé pour en juger, mais sur des 100 ou des International Challenge, je suis curieux de revoir Anna Tatranova. Pour Chi Shufei, Ewan, je suis même curieux d'avoir ton avis, parce que du coup, on sait qu'elle a quitté l'INSEP. Elle y sera plus. Pourquoi continuer, en fait? Moi, j'arrive pas à capter. C'est un peu la question que je me pose aussi, ouais. C'est un triste pour nous, et presque fait mal au cœur quand on connaît son état physique. J'ai du mal à comprendre. En fait, c'est ça, c'est que on sait depuis un moment que le jour où elle arrêtera sa carrière, elle finira le corps et surtout les genoux en vrac. Donc pourquoi insister? J'avoue que c'est un peu
Je sais pas. J'ai l'impression qu'on répète toujours la même chose sur Shishufei, c'est que on en parle. Enfin, avant, on en parlait toujours au conditionnel de ce qu'on pourrait voir de Shishufei. Maintenant, c'est ce qu'on aurait pu voir de Shishufei. C'est un peu. Moi, Ouais, ça me rend un peu triste de la voir perdre contre Polina Borova, qui est une bonne joueuse, mais je sais pas. Elle a déjà montré autre chose, Shishufei, et elle aurait pu montrer beaucoup plus. Malheureusement, son corps ne l'a jamais vraiment laissé tranquille. Donc, moi, personnellement, je suis pas sûr qu'elle pousse encore longtemps sur le circuit. Une qui a du mal aussi en ce moment, dont on parle plus tant que ça, alors qu'on l'aime tous les deux bien, Benoît, c'est Kirsty Gilmore, qui était tête de série 2 sur ce tournoi, qui a perdu un set au premier tour contre Selvadora, la Malaisienne, avant de passer, et qui perd ensuite contre Santosh, l'Indienne, 21-14, 21-12. C'est compliqué en ce moment pour Kirsty, Benoît, mine de rien. Elle gagne vraiment plus beaucoup de matchs, même quand elle a des belles occasions comme ici. ouais, clairement, j'ai vu son premier tour en fait et je me suis dit oh ok ce premier set flippant et puis derrière elle se met en route et ce deuxième match il est un peu terrifiant sur le niveau de Kirsty actuellement parce que elle a été fantomatique vraiment et puis c'est une joueuse qui derrière enfin j'ai rien contre l'Indienne mais c'est pas une top joueuse, c'est pas une joueuse exceptionnelle, c'est juste que Kirsty était à côté de la plaque quoi donc je sais pas trop pareil, je sais pas ce qui va devenir de Kirsty. Je la vois pas arrêter tout de suite, mais ouais, est-ce qu'elle va pousser jusqu'au prochain jeu? Il y a des questions qui se posent aussi. J'ai l'impression que, sans la suivre non plus de très très près, j'ai l'impression que c'est quand même une joueuse un peu comme ça. Kirsty, elle a eu des très bonnes phases et des phases très moyennes dans sa carrière, je trouve. Oui. Donc, je sais pas, je pense que ça doit, mentalement, enfin, je pense que le mental doit être assez important chez elle, donc, en tout cas, j'espère qu'elle arrivera à rebondir. La tête de série 1 non plus est pas allée très loin, Lynn Carfelt, tu l'as mentionné tout à l'heure, elle a passé 2 tours facilement avant de perdre face à sa compatriote Lynn Christophersen. Il y a beaucoup de Danoises dans la partie haute du tableau, et je pense avoir mentionné toutes les têtes de série, à part Julie Dawal-Jacobsen et la danoise et Nguyen Thuy Linh, la vietnamienne, respectivement 8 et 4, qui ont toutes les deux perdu face à Malvika Bansod, qui a fait, on en a parlé très vite, mais elle a fait quand même une très belle semaine, la joueuse indienne tête de série 6, elle a quand même pas mis des corrections, mais elle a quand même pas perdu un set avant cette finale. Oui, c'est clair. C'est une joueuse vraiment de ce niveau, je trouve. Ouais, Elle je suis est d'accord. vraiment à sa place là. Elle doit se rapprocher du top 30 là avec sa finale, mais ouais, pour moi, en fait, c'est un peu comme Mia Bichfeld, même. Enfin, en tout cas, même si Mia Bichfeld a montré beaucoup mieux dans sa carrière, mais ce qu'on a vu des derniers mois, c'est deux joueuses qui sont très bien sur des Super 300, tu vois. Qui vont au bout de ce tournoi-là. Mais qui passent, dès que ça s'élève, qui passent jamais le deuxième tour, quoi. Qui peuvent gagner un match de temps en temps, mais le reste, c'est compliqué. Passe au troisième tableau, le double homme. Dieu dit, Adam, le double homme avec une finale entre Européens, tête de série 1 contre tête de série 2, et la logique a été respectée. Ce sont Ben Lane et Sean Vendy qui se sont imposés face à Rasmus Kjær et Frédéric Søgaard, les Danois. 18-21, 21-15, 21-18. Benoît, c'était un match assez sympa déjà, la seule finale en 3-7, mais je trouve que, je trouve que cette victoire est une belle victoire des Anglais parce que ils ont eu de la résilience, voilà, c'est le mot que je cherchais, parce que ce soit dans le premier set ou au début du troisième, ils ont souvent paru dominer dans ce match, mais ils ont eu la bonne idée de s'accrocher et ils ont réussi à le renverser. J'y croyais pas beaucoup, j'avoue. Tout pareil parce qu'ils étaient dominés, tu l'as dit, mais pas que au score en fait. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'ils étaient vraiment. En plus, ils ont pris des options de jeu dans ce premier set où ils tentaient d'attaquer croisé très souvent et ils se faisaient mettre à la main. J'étais là, mais attendez les gars, si moi je l'ai vu derrière mon écran, me dites pas que ça fait 5 fois que vous mangez le même truc, vous l'avez pas vu. Et c'était vraiment bizarre leur plan de jeu. Ils ont su quand même ne pas lâcher et corriger quelques trucs. Mais ouais, Ben Lane, Sean Vendy, ils sont 12 ou 11 là, ils vont peut-être être passés 11 avec ce titre. En vrai, ils sont sur leur meilleure saison en carrière. Je trouve qu'ils sont à leur place et leur progression cette année en 2024. Il y a 2 titres et une finale, je crois. Franchement,
bête de saison, bête de progression. Benlane et Sean Vendy, c'est la deuxième meilleure paire européenne sans plus trop de débat, je trouve. C'est clair, là c'était un peu le match justement pour savoir qui était la deuxième meilleure paire européenne derrière Astrup Rasmussen. Hein. Tu l'as dit, deuxième titre de la saison après déjà un Super 300 en Suisse. Plutôt dans l'année. Benoît, je sais que parfois on se moque un peu de Lane Vendy parce qu'ils sont un peu marrants, mais je suis content pour eux parce que ces derniers temps, je crois que c'est toi qui l'avais dit, même il y a quelques semaines, c'est que on les a jamais sentis loin, genre ils perdaient dans les premiers tours sur des gros tournois, mais ils étaient jamais dans le vent, ils perdaient contre des grosses paires et tout. Là, alors évidemment, c'est un niveau moindre, c'est un 300, mais genre c'est bien que leur bonne période actuelle que tu as souligné se matérialise par un titre, quoi, parce que sinon on aurait pu l'oublier, mais là ça montre vraiment que il leur manquait vraiment pas grand chose et il leur manque toujours pas grand chose pour aller plus loin sur des plus gros tournois, je trouve. Ouais, je suis carrément d'accord. Après, je crois ils ont quand même fait un post-JO pas si dégueu. Ils avaient tapé Chiasso de mémoire, Li Yang. Mais c'est vrai que quand tu bats ces paires-là, mais que derrière ça s'arrête pour toi au deuxième tour ou au mieux en quart de finale. Oui, ok, tu les as battus, mais quand t'es top 15 mondial, il y a un moment où il faut gagner des titres pour qu'on s'en rappelle, pour marquer un peu ce genre de perf. Et là, ils l'ont fait cette semaine, et pour moi, en fait, au-delà du contenu de cette finale, ils ont vraiment assis cette place de numéro 2 européen, je trouve, dans la gestion un peu de la finale. Beaucoup de paires européennes ont brillé dans ce double homme. Sur leur parcours, Lane Vendy, ils ont battu notamment au deuxième tour Maël Catouin et Lucas Renoir. Les Français 21-17, 21-11 et Don Pringle et Lungan Verstegard toujours en 2-7. Ils ont perdu qu'un seul set cette semaine, les Anglais. De l'autre côté, Kiersgaard, ils ont battu deux paires françaises, Bega Labart au premier tour et les Popov en demi. On va revenir sur toutes ces paires françaises. Il y en avait beaucoup dans ce tableau. En commençant par ceux qui sont allés le plus loin, les Popov qu'on n'a plus trop l'habitude de voir gagner, qui là ont passé assez facilement leurs 3 premiers tours, en battant notamment une paire mieux classée qu'eux en quart de finale, à savoir les Taïwanais Lin Su, 21-18, 21-14. Alors que les Taïwanais sont 29e mondiaux, donc 3 places devant les Popov. Derrière, ils perdent 14-9 contre Kiersgaard. Résultat à mettre un peu, je dirais, entre parenthèses, puisque c'était après, ils avaient tous les deux joué leur demi-finale en simple avant, et ils savaient tous les deux qu'ils avaient gagné. Donc je pense que jouer une finale en double homme n'était pas leur priorité absolue, sans dire qu'ils ont balancé le match, mais voilà quoi. Benoît, qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine de double des frères Popov ? C'est bien. Ils ont pris leur point de l'année. Ils font un bon quart de finale en vrai contre les Taïwanais qui c'est eux qui avaient perdu contre Adam Rossi, non, il y a quelques semaines, ou je dis une connerie. Je vais regarder pendant bref, le temps que je te laisse regarder, disons que jusqu'au quart de finale, il y a rien à signaler. Ils font une très bonne perf à ce moment-là. Ils prennent leurs points pour pas mal de mois, je pense, et pour rester à peu près dans un ranking. Je sais pas s'ils seront 32, s'ils seront dans les 32, mais en gros, ça devrait leur permettre de rester pas trop mal classés pour rentrer sur les gros tournois. Dans les prochains mois, et voilà. Après, je dirais pas qu'ils ont balancé cette demi, mais bon, je dirais pas non plus qu'ils ont joué leur vie. Voilà, c'est dur à analyser toujours, je trouve, mais il faut une bonne semaine. Et effectivement, tu as raison, c'est bien les mêmes Taïwanais qui avaient perdu contre Adam Rossi il y a quelques semaines. Ensuite, on a une paire qui a atteint deux paires qui ont atteint le deuxième tour. J'ai déjà mentionné Catherine Renoir contre Lane Vendy, qui n'ont pas été ridicules dans ce premier set, mais à la fois, on n'a jamais senti les Anglais en panique, quoi. Ouais, c'est normal, c'est pas le même niveau, tu vois. Enfin, Lane Vendy peuvent pas paniquer à ce moment-là. C'est bien pour l'expérience de Maël Catouin et Lucas Renoir, mais en vrai, il y a pas de, je pense pas qu'ils aient tremblé une seule seconde.
Louis Ducrot et Quentin Ronget ont également passé le premier tour. Ils ont battu les Allemands Burakadi Newman 18 et 19 avant de perdre face à ces mêmes Taïwanais Lin Su 21-19, 21-14. Allez, j'enchaîne avec les résultats. J'ai parlé de Bega Labarthe qui ont perdu au premier tour contre Kierkegaard. On a Eloi Adam et Léo Rossi qui ont également perdu au premier tour contre les Taïwanais Chia Louis. Et le dernier résultat, c'est Julien Maillot et William Villéger qui étaient pourtant tête de série 8. Tirage assez difficile pour le coup contre les Écossais Dunn Pringle et ils perdent en 3-7, 15-21, 25-23, 21-13. Pour le coup, c'est celle qui fait, c'est cette défaite qui fait un peu mal, surtout ce deuxième set où ils ont quand même sauvé pas mal de voleurs de set avant de s'incliner. Benoît, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Je vais surtout revenir sur Maillot Villéger parce que c'est celle qui fait le plus mal. Au-delà des volants, au-delà de ce deuxième set et au-delà du tirage difficile, elle fait mal parce que t'es tête de série et que clairement il y avait des points à prendre dans ce tableau. Maintenant c'est un sale tirage. Alexander Dunn, c'est quand même une référence en Europe. Pringle on le connaît moins, mais parce que il a jamais eu de partenaire, je pense, au niveau de Dunn, et que Dunn il formait une paire top on va dire 30 mondial, mais franchement je serais pas loin de dire top 25 avec Adam Hall qui a complètement disparu. Oui, qui est en vacances sur son Insta. Ouais, voilà, mais il y a pas trop de communication autour de ça, c'est assez chelou. Mais non, en vrai, Dunn Pringle, c'est, je pense, une paire qui va être sérieuse en Europe. J'attends juste que il s'effondre alors qu'ils avaient de l'avance pour que je puisse faire une blague sur Pringle et son mental de chips. Vous l'entendrez dans quelques épisodes. Ou une variation, mais en tout cas, juste pour dire que je les ai à l'œil. Pour le reste du double homme, pas grand chose à relever. Il y avait beaucoup de les Danois avec Kierkegaard et Lundgaard Vestergaard du coup font demi et une finale. Pour le reste, Marvin Seidel, donc l'ancien partenaire de Lamsus qui joue avec Daniel Hess, ils ont battu Søndergaard Toft avant de perdre face à Lundgaard Vestergaard en quart. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur le double homme. Non. On va donc enchaîner avec le double dame. Aimez-vous le badminton? Non. Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Double dame remporté par les Taïwanaises, seule victoire asiatique finalement de ce tournoi. Sung Yu, elles étaient têtes de série 1, elles ont battu les têtes de série de Bourova Kantemir, les jeunes ukrainiennes, 21-16, 21-14. Benoît, c'était pas un mauvais match, mais on a senti, même si les Ukrainiennes tenaient l'échange, que dès que ça a accéléré un petit peu, en face, elles avaient du mal, quoi. Il y a quand même, même si c'était tête de série 1 contre 2, et que les rankings sont pas si différents finalement, parce que les Taïwanaises sont 26, les Ukrainiennes sont 32, il y a quand même un bon gros écart de niveau. Il y a un énorme écart de niveau, franchement, je suis désolé de le dire, mais j'avais l'impression de voir une finale d'International Challenge avec une paire asiate qui avait un faux ranking. Enfin, c'est un peu dur parce que je pense que c'est le tableau le plus faible en plus. Mais ouais, enfin, il y avait vraiment un écart de niveau. Ça m'a vraiment rappelé des matchs à l'époque où Antran et Émilie Lefel allaient au bout dans ces tournois-là et qu'elles jouaient une paire asiate et qu'il y avait vraiment rien à faire en finale, tu vois. Que tu frappes, désolé ça revient. Désolé pour les mauvais souvenirs. Ouais, c'est ça. Benoît, un mot quand même sur Bourova Kantemir qui avait pas perdu de set avant la finale. Elles ont eu la partie de tableau beaucoup moins relevée que les Taïwanaises, on va pas se mentir non plus, on va revenir là-dessus, mais elles ont 20 et 21 ans, elles jouent toutes les deux en simple aussi, elles étaient toutes les deux d'ailleurs alignées. Franchement, je trouve qu'elles montrent quand même des très belles choses. Qu'est-ce que ça peut devenir cette paire en Europe, tu penses ? Ah, c'est une bonne question. Paulina Burova, je crois que c'est toi qui en avais parlé très justement dans un épisode il y a quelques semaines. Je crois qu'elles vont passer top 30 là. Donc ça veut dire rentrer dans les, ou elles étaient peut-être 32, mais bon, ça veut dire rentrer à coup sûr sur les plus gros tournois en double dame. Qu'est-ce que ça peut être en Europe? C'est dur de dire, mais tu vois, moi j'ai tendance à dire que tu mets Margot Lambert avec à peu près n'importe qui, par exemple, c'est meilleur. Tu vois. Okay. Pour moi, c'est pas mieux qu'une paire top 5 en Europe, même actuellement.
Ouais, mais Benoît, moi enfin, elles sont très jeunes, je trouve. Enfin, tu vois Ah ce que je veux oui, dire. Genre, mais c'est une ouais, 2004, une 2005. Moi, je pense enfin, tu vois, c'est dur de les comparer avec Margot Lambert, qui est plus âgée, qui a beaucoup plus d'expérience sur le circuit, tu vois. Moi, je pense que, à long terme, je sais pas, elles me font penser un peu au Stoeva, tu vois, c'est-à-dire style de jeu qui est pas celui que j'adore, mais qui est assez ouais. solide et qui fait qu'elles auront du mal contre des bonnes paires asiatiques, mais qui en Europe peut les emmener top 3, voire mieux un jour, tu vois. Ouais, ça peut. C'est drôle que tu mentionnes l'Estoya parce que quand j'ai vu cette finale, je me suis fait la même remarque. Je me suis dit putain, ce jeu a très très à la Bulgare Stoeva, moins puissant. Elles sont moins puissantes quand même, mais ça m'a rappelé ça. Après, je leur souhaite d'être top 3 en Europe. Elles sont très jeunes, tu l'as dit, mais là aujourd'hui, j'ai un peu de mal et surtout, elles ont le profil des Popov, c'est-à-dire tu joues en simple et en double, c'est quand même assez inédit. Il y a très peu de joueurs qui le font, très peu de joueuses. Voilà, je sais pas trop ça ce que ça peut donner un peu l'enchaînement. Ouais, moi, Benoît, je pense que pour le coup, ça va être un peu différent des pop-up. C'est-à-dire que là, elles jouent parce qu'elles sont aussi un plus petit pays qui a besoin aussi, et peut-être financièrement, c'est Oui, important. Mais je bien pense sûr. que là, tu l'as dit, elles vont rentrer sur les plus gros tournois en double. Du coup, je suis pas sûr qu'on les voit encore beaucoup en simple, puisqu'elles rentreront pas sur ces tournois-là en simple. Ouais. Donc, je suis pas sûr qu'on les voit jouer en simple, peut-être un peu de temps en temps, mais pas très compétitivement en tout cas par rapport à ce qu'elles peuvent faire en double. À suivre, c'est juste Hmm. une Ouais. théorie. Parlons alors j'allais dire des Françaises, mais en fait il y en avait 3 qui se sont rencontrées en plus, donc ça nous arrange pas. On l'a dit dans notre épisode de la semaine dernière, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais merci pour ce nombre d'écoutes sur l'épisode de la semaine dernière avec Benoît. On l'a posté, après on n'a plus regardé, puis on a vu qu'il avait beaucoup été écouté quelques jours après, donc si le format vous a plu, ce truc un peu bad actu, on le refera de toute façon. Mais dans cet épisode, on mentionnait que Margot Lambert, qui va jouer avec Camille Pognante en Asie, là pour l'instant, faisait un tournoi avec la Hollandaise Deborah Hille. Leurs points séparément ont fait d'elles directement les têtes de série 5. Elles ont galéré contre une paire suisse amiguée racleuse au premier tour. Elles ont perdu un set, mais elles ont gagné. Et derrière, elles jouaient contre les Françaises Marguerite Vallée, qui avait battu la paire hollandaise Loes Seinen en 2-7. Et ça a facilement tourné pour les joueuses les plus expérimentées, on va dire, Hille Lambert, qui ont ensuite perdu assez sèchement 10 et 12 contre les futurs vainqueurs. Sung Yu. Benoît, qu'est-ce que tu en penses ? Que tout ce que t'as dit, alors je vais pas dire résume la faiblesse du tableau, ce serait un peu dur, mais bon, il y a le Yann Lambert qui fait un quart de finale sur ce tournoi-là, c'est qu'une demi-surprise. La correction en quart, pardon, est une plus grosse surprise. Moi, je m'attendais pas à ça. Ah, pareil. Maintenant, est-ce que c'est un peu dur pour Marguerite Vallée, mais est-ce que ça montre pas encore le travail qu'il y a à produire déjà pour potentiellement être numéro 1 en France, mais même pour progresser à ce niveau-là, parce que c'est une paire qui en face n'existe pas. Et Lambert, elles se connaissent depuis 3 semaines, tu vois, même si elles ont dû s'entraîner ensemble et tout. Je trouve qu'il y a eu un énorme écart sur ce niveau-là et je m'attendais pas non plus à ça. Non, moi non plus. C'est vrai que j'étais assez surpris, mais tu l'as dit. Enfin, moi, tu l'as dit juste avant. En fait, je pense que Margot Lambert est peut-être largement notre meilleure joueuse de double. Et je pense qu'elle l'a montré. Il faut dire aussi, Benoît, enfin, pour un peu rendre justice notamment à Marguerite Vallée, elle jouait pas non plus avec n'importe qui. Deborah Hille, c'est aussi une bonne joueuse avec plus d'expérience que Marguerite Vallée, donc c'est assez logique. Je m'attendais pas à ce qu'elles prennent ça contre les Taïwanaises, surtout que elles avaient vraiment galéré, les Taïwanaises, à battre Birch Van Leuven au tour d'avant, 21-19 au troisième. Pour le coup, les Anglaises, qui sont vraiment pas vernies par ce tirage, parce que je pense que dans n'importe quelle autre partie de tableau, elles allaient au moins en demi, je pense. Donc c'est clair. C'est dur pour Birch Van Leuven. Dans le reste du tableau, les Danoises ont pas mal animé le tableau. La nouvelle paire, Antoninen-Fregaard, puisque Fregaard ne joue plus avec Thygesen, ou si vous avez suivi, a fait quart de finale avant de perdre face à encore une fois Sung Yu, les Taïwanaises, en 3-7. Elles ont battu notamment Kust Schultz, leur compatriote, qui avait elle-même battu Fine Ibsen-Suro. Beaucoup de Danoises dans cette partie de tableau, je l'ai dit. Et en bas, c'est, je l'ai dit, Effler Nguyen, les Allemandes, qui ont battu Macpherson Torrens, les Écossaises,
avant de perdre face à Borova Kantemir. Pas de Stoeva puisqu'elle préfère aller faire des petits tournois avec Stéphanie qui refait du simple. Donc voilà, Benoît, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le double dame? Ouais, que je vais être encore dur, mais franchement là, ce demi-championnat d'Europe, parce qu'il y avait quand même une paire non européenne qui allait au bout du tournoi, mais franchement, ouais, c'était quand même, à part 2-3 paires, je les ai plus en tête, mais je crois qu'il y avait une paire d'indiennes dans ce tableau aussi. Sinon, je pense que c'était le tableau le plus faible du tournoi, et de loin. Je pense aussi c'est ça qui a fait un peu pencher les discussions. Il n'y aurait pas eu la faiblesse de ce double dame, je sais pas si on en aurait parlé pareil de ce Super 300. C'est vrai aussi, ouais. Ça montre aussi un peu que le double dame en Europe, c'est pas forcément ce qu'il a été. Hein. En ce moment, c'est un peu, c'est un peu compliqué. On passe au dernier tableau, le double mixte. Look at this, look at that. Double mixte remporté par Toft Magelund, les Danois, tête de série 3 contre Dunn McPherson, les Écossais, tête de série 7, 21-19, 21-16. Benoît, avant qu'on va parler évidemment des deux paires finalistes, Toft Magelund, leur deuxième titre, c'est une paire nouvellement formée, mais ils avaient déjà gagné au Canada. Même troisième titre, ils avaient gagné à Nantes, mais deuxième sur le voilà. Benoît, déjà, c'était un super match. Je pense que c'est la finale, c'est largement même la finale que j'ai préférée, même si il y a eu que 2-7 contrairement au double homme. Je me suis assez régalé. Ouais, carrément, aucun débat. Je suis totalement d'accord avec toi, c'était la meilleure finale. Je suis pas sûr que ce soit la paire que j'avais le plus envie de voir gagner, mais ça c'est un autre sujet. C'est plus, tu vois, Jesper Toft. Je disais tout à l'heure que tu te lèves pas pour voir jouer certains gars. Je me lève pas pour voir jouer Jesper Toft. Je me lève peut-être pour voir jouer Alex Dunn, mais pas Jesper Toft. Maintenant, c'est un bad ultra efficace. Il est pas si mauvais techniquement. Ça peut paraître dur ce que je dis, mais c'est pas le joueur le plus sexy à voir du circuit, mais c'est ultra efficace. Il a une compréhension du jeu, je trouve. C'est un peu sous-estimé parce qu'on a tendance à se limiter peut-être parfois au physique du gars, mais il a une compréhension du jeu, on en reparlera tout à l'heure, qui est assez intéressante. Et Amalie Magelund évidemment aussi, qui à mon avis est sous-cotée, mais je sais pas ce que t'en penses. Je trouve que dans cette paire elle a quand même elle apporte un équilibre assez important. Alors Benoît, je suis content que t'en parles parce que je voulais en parler. Et moi, je trouve que... alors, au début, je te trouvais sévère avec Jesper Toft, mais ensuite, t'as dit ce que je pensais. C'est-à-dire que il a... En fait, le truc, c'est que je trouve qu'on dirait trop qu'il est nul parce qu'il a des gestes un peu bizarres. En même temps, le mec, il est tellement grand que... Voilà. Mais il a une compréhension du jeu. Je trouve... Le mec arrive à trouver les espaces vides. Peut-être que comme il est si grand, il voit d'en haut, tu vois. C'est facile, je sais pas. Je peux pas te dire. Je me doute. Mais non, mais je trouve que, enfin, on va en reparler, mais le nombre de fois où il a mis les Français à l'amende en demi, ou les Écossais en finale, genre en mettant des volants croisés dans des endroits où il y avait personne, je trouve que, enfin, on peut pas le résumer à un mec qui est simplement grand et qui frappe fort, je trouve, tu vois. C'est genre, ça. mais tu l'as bien dit après, je trouve qu'il a vraiment une très belle compréhension du jeu et je trouve que, ouais, je suis d'accord avec toi, ses gestes et tout, c'est pas le plus sexy à regarder, mais il a quand même quelque chose, ce joueur, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, les mecs qui peuvent s'asseoir en face de Tom Jikel et le regarder dans les yeux et lui dire, mec, je vais te brainfuck, clairement. Ouais. Je pense qu'il y en a pas beaucoup, même dans le top 10 mondial, il y a pas beaucoup de gars. Et ce que lui a fait Jesper Toft sur cette demi-finale, ça m'a un peu saoulé, d'ailleurs, mais c'est assez terrible et assez révélateur de ce qu'on est en train de dire sur lui. Voilà, et tu l'as dit, Amalie Magelund, c'est une super joueuse. Elle, pour le coup, depuis qu'elle est très jeune, on le sait, mais elle le montre, je trouve, à chaque fois. Mais ouais, les Écossais ont fait un très bon match, et du coup, ça a vraiment joué cette finale de mix. C'était sympa. On va parler des Français, Benoît, parce que évidemment, ils ont aussi animé ce tableau, même si malheureusement le samedi a été assez terrible pour nous. Les têtes de série 1, Tom Jikel et Delphine Delru, ils été plutôt tranquilles sur les 3 premiers tours en commençant la semaine avec un petit 21-0 contre une paire d'Azerbaïdjan, assez rare, hein. Et bien joué Delphine d'avoir enchaîné 21 services.
ou peut-être 20, je me souviens plus. Mais ensuite, 2 victoires face à des Danois, notamment les têtes de série 8, Espersen, Kusk, en quart de finale, sans perdre de 7 à chaque fois. On attendait ce match face à Toft Magelun, pour moi c'était quasi du 50-50. Et le scénario l'a plutôt montré, hein, les Français qui perdent le premier set 22-20. On y reviendra, mais je pense que les regrets français, en tout cas les miens, ils sont principalement dans ce premier set. Avant de survoler le deuxième 21-13, assez vite lâché par les Danois, je pense, et de perdre le dernier 21-19, où là pour le coup c'est le scénario un peu inverse du premier, puisqu'ils avaient du retard, les Français, ils s'accrochent, ils reviennent à 19-19, on pense qu'ils ont peut-être fait le plus dur, alors qu'ils n'ont pas mené une seule fois dans ce troisième, et malheureusement ils prennent les deux derniers. Benoît, ce premier set où tu mènes souvent, quasiment tout le temps, et que tu as 2 volants de set ratés, alors que les Danois n'en ont eu besoin que d'un, c'est malheureux à dire, mais tu peux pas le perdre à ce niveau-là, quoi. Ouais, t'as tout dit, tu peux pas le perdre à ce niveau-là. C'est un peu ça qui m'a saoulé qui m'a saoulé et qui m'a saoulé et qui laisse de la frustration, parce que Tom et Delphine, on l'a déjà dit, mais ils ont quand même plutôt une bonne gestion des moments clutch. Il y a eu des passages à vide il y a quelques mois, mais globalement c'est pas si mal. Là clairement c'était très très mal. Et puis c'est surtout il y a ça, mais il y a aussi la domination que pouvait avoir Toft Magelund dans certains aspects du jeu. Ça a posé trop de problèmes. Delphine Delru, je l'ai rarement vu enfermé comme ça dans un secteur, et enfin vraiment ils ont un peu fait trop ce qu'ils voulaient de Tom et Delphine sur ce match, globalement je parle, et c'est aussi ça sur la durée qui coûte la victoire. C'est clair, c'est frustrant parce que leur match, c'est vraiment en ce moment, c'est un peu à l'image de leur saison, c'est un peu les montagnes russes, quoi, Tom et Delphine. Mais je suis d'accord avec toi, souvent c'est plus eux qui le font, le coup de on mène pas beaucoup dans le set mais on le prend à la fin, et on les a vu plus le faire que le subir, et cette victoire aurait vraiment pu leur faire du bien, et c'est frustrant. Ouais, après Toft Magelund, je crois ils sont pas paire numéro 1 parce qu'il y a encore Tabling Peak devant eux, mais ils le seront dans quelques semaines. Ils sont en quelques mois là, et ils sont passés top 20 mondiaux. Peut-être qu'on les sous-estime aussi quand on a des regrets sur une défaite face à Tom et Delphine. Moi je pense que Tom et Delphine sont encore un cran au-dessus, en théorie, en tout cas face aux paires asiatiques, mais peut-être qu'on les sous-estime aussi, hein. C'est clair. En tout cas, Benoît, cette paire faite par les Danois au début de la saison, ça marche depuis les championnats d'Europe. En fait, ça marche vraiment ultra fort, hein. C'est vraiment un très bon choix. Clair. Frustration toujours de l'autre côté du tableau, les transitions qui font pas plaisir, tu sais. On avait on avait 2 paires françaises, mais notamment les 2 étaient pas tête de série. En plus, on avait William Villéger et Flavie Vallée, et de l'autre les champions de France, Tom Lalautre-Eckhardt, Elsa Jacob. Alors, 2 tours passés pour les 2 paires, à chaque fois en battant une tête de série. Donc, c'est-à-dire que Villéger-Vallée, ils ont d'abord battu une paire allemande avant de battre une autre paire allemande, Janssen Nguyen, tête de série 6, en 3-7, 12-21, 21-19, 21-14. De leur côté, Lalautre-Eckhardt Jacob ont battu une paire polonaise et les têtes de série 4 indiens, Karunakaran, Variat, 21-19, 21-13. Les 2 paires se sont rencontrées et ce sont Villéger-Vallée qui l'ont emporté de peu, on va dire, 22-20, 21-19. Jusque-là, Benoît, avant qu'on parle de cette demi-finale, que penses-tu du parcours des 2 paires françaises qui nous ont quand même bien fait plaisir à chaque fois, autant William Villéger, Flavie Vallée, on les a peut-être plus vus sur le circuit que Lalautre-Eckhardt Jacob, mais en tout cas les 2 ont été autoritaires quand il a fallu battre des têtes de série. Ouais, c'est clair. Surtout Villéger-Vallée, franchement, les sorties, on était quand même plutôt mi-figue mi-raisin sur les perfs qu'on a pu voir d'eux. Et là, d'avoir les 2 paires en quart de finale, franchement, je vais pas dire que c'était inespéré, parce que quand on voit les parties de tableau, on pouvait y croire. Maintenant, les 2 autoritaires, et surtout Lalautre-Eckhardt Jacob découvre un peu ce niveau-là, William Villéger et Flavie Vallée un peu moins. Franchement, bonne surprise, j'ai envie de te dire. Derrière, malheureusement, la défaite de William Villéger, Flavie Vallée contre Don McPherson, les Écossais, 22-20, 18-21, 23-21, donc un énorme match qui malheureusement
tourne pas dans le bon sens, qui s'est joué en plus, vous imaginez, si vous avez suivi, en même temps que celui de Jikel Delru, 2 matchs ultra serrés, les 2 tournent pas pour nous, c'est vraiment frustrant. Les Français ont eu un volant de 7 dans le premier qu'ils ont pas concrétisé. Derrière, ils ont eux aussi sauvé beaucoup de volants de match dans le troisième, mais sans réussir à prendre la petite occasion. Benoît, pour le coup, je trouve que le bilan est quand même plus positif que pour Jikel Delru, parce que j'attendais moins de William Villéger et Flavie Vallée, oui. Mais en fait, les voir si près d'une finale, c'est malheureusement forcément un peu frustrant. C'est hyper frustrant de les voir aussi près d'une finale. Je pense que eux aussi, moi j'ai été surpris par la qualité de leur niveau de jeu en fait. Et ça, même s'il y a des défaite au bout, c'est frustrant, et forcément quand t'es William Villéger et Flavie Vallée, tu joues pas ces matchs-là pour les perdre. Mais le niveau de jeu qu'il y a eu là, s'ils arrivent à reproduire ça, on les reverra plus tard en finale. Mais oui, je suis d'accord avec toi, quand t'as été si bon à ce moment-là, forcément c'est frustrant de pas aller au bout. Et la dernière paire française, non, il y en en reste 2 par contre, pardon. La paire Grégoire Deschamps-Margot Lambert, qui défaite aussi frustrante, hein, contre la paire Kolding-Verge, une paire, je le prononce pas du tout bien, mais c'est pas grave. 25-23, 18-21, 23-21, la défaite donc des Français. Et Julien Maillot et Léa Palermo, qui perdent contre Toft Magueloun, les futurs vainqueurs, 21-12, 21-13. Benoît, je sais pas si tu as envie d'en dire un mot. J'attendais plus forcément de Maillot Palermo, mais une fois qu'on a vu le tirage, bon, on a vite compris que ce serait très compliqué. Bon, on savait que c'était un des pires tirages avec Tom et Delphine. Enfin, même avant les résultats, pour le coup, prendre Toft Magueloun quand tu vois leurs 6 derniers mois sur un tournoi comme ça, on va pas se mentir, tu t'y crois pas une seconde. Les autres têtes de série, j'en ai parlé de la plupart. Les têtes de série 2, c'était Vestergaard Busch, d'autres Danois qui ont perdu face à Don McPherson en quart. On avait Greg et Jenny Mers, les têtes de série 5, ils ont perdu contre Toft Magueloun en quart également. Et je parlais de toutes les têtes de série. Benoît, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce double mixte, là aussi à l'accent très européen, avec des faux airs de championnat d'Europe. Ouais, et c'est aussi ça, je trouve, qui contraste avec le double dame par exemple, mais on voit que le niveau est, même si ça reste un super 300 européen, je trouve que le niveau, tu vois, il est quand même assez relevé. Finalement, on a quand même pas mal de paires, bon, qui sont pas toutes dans le top 20, mais top 30 mondial, on a 4-5 paires, tu vois, qui peuvent y prétendre. Ça reste quand même un tableau de haut niveau pour un super 300. C'est clair. Benoît, on a fait les 5 tableaux. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Chacun maintenant fait un peu son bilan de la tournée européenne, mais j'ai envie de dire que nous, avec Tom et Delphine, qui ont gagné quelques matchs, peut-être plus que ce qu'on pouvait en espérer, cette fin un peu en apothéose des Popov pour qui ça a été un peu plus compliqué. On n'oublie évidemment pas Alex Lanier qui nous a régalé, qui a été un peu notre porte-drapeau. Je dirais que pour la France, même si on n'avait pas de paire de double dame et qu'en simple dame on n'existe malheureusement toujours pas, c'était quand même une bonne tournée. C'était plutôt même une tournée, pas une excellente tournée, mais une très bonne tournée. Franchement, ouais, on a eu, une très bonne tournée, et il y a eu des bonnes surprises, je pense. On a aussi vu des jeunes rentrer sur les tableaux et tout. Non, une très bonne tournée européenne. Je pense que ça va être plus compliqué de se mettre des trucs sous la dent avec la tournée en Asie, aussi parce que certains ne la joueront pas, mais parce que globalement ça va être plus dur, je pense. Donc cette tournée européenne, je pense quand même qu'il faut en tirer des bonnes leçons. Effectivement, et la saison est déjà bientôt terminée, puisque il nous reste un 750, un 500 et 2 300. 3 de ces 4 tournois seront pour la tournée asiatique de novembre qui arrive. On va vous débriefer ça pour les gros tournois, en tout cas, évidemment. Merci Benoît d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi Ewan comme toujours, et merci à vous pour votre écoute. Effectivement, merci de vos écoutes qui, comme je l'ai dit pour l'épisode de la semaine dernière, mais globalement sont de plus en plus nombreuses en ce moment, donc ça nous fait très plaisir évidemment. Vous vous doutez bien qu'on suit ça. N'hésitez pas, vous l'avez entendu dans l'intro, à participer à notre concept On devine vos classements qui est en préparation. On a de plus en plus de vidéos et donc on vous prépare ça sur YouTube très bientôt.
puisque pour rappel on veut un peu plus développer notre chaîne YouTube, donc on bosse là-dessus. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由，挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头。我们的梦握在手中，绝不等候。你是否在经历这平凡的